30 années de gaullisme. Un nouveau style de politique étrangère avec un homme nouveau. Au Japon, un test difficile pour les conservateurs au pouvoir depuis 30 ans. Un policier chez le juge, mais où sont passés les autres? James Hunt aura-t-il un successeur? C'est le dossier du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce n'est pas l'Olympia, ce n'est pas Bobino, ce n'est pas le Palais des Congrès, c'est le parc des expositions de la Porte de Versailles. Demain s'y déroulera un one-man show, pour parler en termes de variété, disons un spectacle en solo, qu'envieraient bien des artistes. Or, la vedette qui va s'y produire n'en est qu'à son premier disque, il est vendu 10 francs, pressé à 100 000 exemplaires, son titre « Jacques Chirac vous parle ». Et oui, c'est bien de Chirac qu'il s'agit, de Chirac superstar, sacré demain ici, président du RPR, Rassemblement pour la République, devant quelques 50 000 spectateurs, parmi lesquels une bonne centaine de diplomates, 50 000 moins 1, puisque vous le savez, Jacques Chaban-Delmas ne viendra pas. La naissance du RPR, cela veut dire que l'UDR c'est fini. La présidence de Jacques Chirac, cela veut dire qu'Yves Guéna n'est plus à la tête du mouvement, mais il va confier le relais à l'ancien Premier ministre sans la moindre amertume. Aujourd'hui, il se livre dans une interview à Antenne 2 et explique d'abord pourquoi le nouveau manifeste du mouvement fait si peu référence au président de la République. Jacques Chirac, dans le discours d'Aigleton, a fait un développement sur se référant au président de la République et marquant bien que son action allait dans le sens du soutien au président de la République. Et il a dit qu'il n'avait pas à revenir là-dessus. Je crois que plus il reviendrait, moins ses affirmations paraîtraient solides. Pratiquement, vous allez mettre un appareil important au service d'un homme seul, Jacques Chirac. Alors pourquoi, pour quel but final? Est-ce que c'est pour préparer un nouveau candidat aux futures élections présidentielles? Voilà, nous ne mettons pas l'appareil au service d'un homme seul. Si vous avez lu nos statuts, vous savez que tout pouvoir dans le prochain rassemblement procède des assises et que l'action politique est entre les mains du comité central. Cela dit, nous avons la chance d'avoir un homme dont le nom sonne clair dans le pays et c'est vraiment un atout considérable dont nous n'allons pas nous passer. En ce qui concerne nos objectifs, je répète que nous visons simplement et exclusivement les élections législatives et que nous ferons tout pour que la majorité les gagne. Vous dites un nom qui sonne clair, c'est un rassemblement chiraciste, effectivement. Où est le gaullisme dans tout cela? Eh bien, je crois que le gaullisme est d'abord dans la base, c'est-à-dire dans l'UDR, qui sera le noyau, qui sera la première légion de ce rassemblement. Le gaullisme est, me semble-t-il, dans les premières pages du manifeste, et le gaullisme est à la base de tout cela, car l'action que nous menons provient d'un sursaut contre le risque de dégradation des positions sur lesquelles le gaullisme avait placé la France. Bien, tout est simple, tout est clair dans cette dernière interview du secrétaire général de l'UDR en tant que tel. Et pourtant, à la veille de la création du rassemblement, Chirac, beaucoup d'observateurs, beaucoup d'hommes politiques, de gaullistes aussi se posent encore des questions. Car au fond, ce rassemblement va servir à quoi et servir à qui? Sans doute, dans un premier temps, les militants du RPR vont-ils, avec Jacques Chirac, ferrailler contre l'opposition, défendre les institutions, tenter de gagner les élections. Mais après, peut-on imaginer qu'en cas de victoire dont il aura été le moteur, le rassemblement disparaîtra ainsi que son président? Et en cas de défaite, Jacques Chirac ne sera-t-il pas l'homme du recours pour une majorité brisée et dispersée? Enfin, d'ici là, le combat pour les élections sera-t-il strictement celui du président, celui de la majorité présidentielle? Voilà déjà toute une série de questions. Et puis, le rassemblement va servir à qui? C'est vrai qu'à Aigleton, Jacques Chirac a parlé de Valéry Giscard d'Estaing. Mais depuis, le nom du président n'a jamais été cité, on ne l'entendra guère demain, et les slogans « président » seront précédés du nom de Chirac, Chirac président, président du rassemblement. Pour le moment, c'est ce que se diront peut-être les militants. Reste bien sûr le discours de Jacques Chirac lui-même, peut-être apportera-t-il à ces questions quelques réponses. L'ancien Premier ministre a déjà indiqué qu'il sera loyal envers le chef de l'État et que son action se situera strictement dans le cadre de la majorité présidentielle. Mais demain, la parole sera aussi, peut-être surtout, aux 50 000 militants et partisans que l'on attend. Oui, RPR, pour toute une génération, cela sonne un peu comme RPF. RPF, le premier sigle des germes du gaullisme, c'était il y a 30 ans. Entre-temps, le gaullisme a connu toutes sortes de métamorphoses,
UNR, UNR-UDT, UD5e, UDR, des périodes plus ou moins fastes, mais il a toujours bon pied, bon oeil. Souvent, on l'a cru mourant, chaque fois, il a joué un bon tour aux observateurs politiques. Donc, point de départ, Bayeux, il y a tout juste 30 ans. Nous avons à accomplir une rénovation profonde malgré d'immenses difficultés. Nous avons à assurer le destin de la France. 1946, De Gaulle vient de quitter le pouvoir. Ses fidèles sont dispersés, on les trouve au MRP, au Parti radical, à l'UDSR. Une toute petite poignée est regroupée dans l'Union gaulliste. L'année suivante est créé le RPF, le Rassemblement du peuple français. D'emblée, un succès qui se vérifiera aux élections, notamment celle d'octobre 1947. Mais au fil des ans, le mouvement s'émousse. Alors que le général traverse son désert, le RPF se dilue. Il ne reste bientôt plus qu'une trentaine de députés gaullistes à l'Assemblée. 1958, le général de Gaulle revient aux affaires et le 1er octobre va naître de la fusion des mouvements gaullistes l'Union pour la Nouvelle République. C'est à nouveau le succès. Aux élections de novembre, l'UNR rafle 194 sièges. On n'avait jamais vu cela depuis la Troisième République. Malgré les crises internes, la plus grave étant liée à la guerre d'Algérie, les succès électoraux de l'UNR ne se démentent pas. Pendant plus de 10 ans, l'UNR soutient sans défaillir la politique du général de Gaulle, mise en application par ses premiers ministres, Michel Debré d'abord, puis Georges Pompidou, en qui les gaullistes reconnaissent des animateurs. En 1962, l'UNR fusionne avec l'UDT, aile gauche du gaullisme. Et en 1967, l'UNR-UDT devient l'Union des démocrates pour la Ve République. 1968, les événements de mai aboutissent aux élections de juin. 293 députés gaullistes sont élus sous une étiquette nouvelle, l'UDR, Union pour la défense de la République, qui deviendra très vite l'Union des démocrates pour la Ve République. Bref, l'UDR obtient à elle seule la majorité absolue. 27 avril 69, retrait du général de Gaulle. 15 juin, élection de Georges Pompidou. L'UDR est toujours omniprésente, à la tête de l'État comme à Matignon. Ce sont des hommes issus de ses rangs, Georges Pompidou et Jacques Chaban-Delmas, qui est remplacé ensuite par Pierre Messmer. Tout se passe en famille, à tel point que la formule « l'État UDR » sera souvent employée. 19 mai 1974, élection de Valéry Giscard d'Estaing, le candidat UDR a été battu. Si le mouvement gaulliste garde Matignon avec Jacques Chirac, l'Élysée lui échappe. Une période de rapport difficile avec l'exécutif commence, les divergences vont aller en s'aggravant avec Valéry Giscard d'Estaing d'une part et les autres composantes de la majorité d'autre part. Jacques Chirac ne parviendra pas à maîtriser les troupes UDR. Le 25 août 1976, Jacques Chirac démissionne en déclarant qu'on ne lui donne pas les moyens d'accomplir sa mission. Un vent de fronde souffle. La suite, on la connaît, elle est toute proche. Jacques Chirac annonce qu'il crée un rassemblement. C'était à Égletons, le 3 octobre 1976. Je m'adresse à tous les Français, sans exclusive aucune, pour que se constitue le vaste rassemblement populaire que la France a toujours su tirer de ses profondeurs lorsque le destin paraît hésiter. Aujourd'hui, les gaullistes retrouvent un animateur, en la personne de Jacques Chirac, et un rassemblement, comme il y a 30 ans. Oui, avant de passer aux États-Unis, et pardon pour ces petits problèmes de technique que nous avons en ce moment, disons que pendant ce temps-là, pendant donc que Jacques Chirac se prépare à devenir président du RPR, aujourd'hui les centristes de Jean Le Canuet et de Jacques Barrot avaient de toute autre préoccupation. Ils se penchent aujourd'hui et demain sur l'Europe. Jacques Barrot suggère même la création d'un groupe de réflexion sur l'Europe au sein de la majorité. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans nos prochains journaux et d'abord à 23h. Donc Kissinger, c'est fini, et c'est bien fini. Contrairement à ce qu'on avait dit à un moment, il n'aura pas de mission privilégiée auprès du président Carter. La fin de l'ère Kissinger s'est concrétisée hier soir avec la nomination de son successeur, Cyrus Vance, si vous voulez, 59 ans. Pour lui, c'est un comeback, comme disent les Américains. Il a déjà travaillé auprès de John Kennedy et de Lyndon Johnson. On l'appelait à l'époque Monsieur Mission Impossible, ou bien le pompier volant.
Voilà qui ne changera guère du docteur miracle, ce surnom dont on affublait Henry Kissinger. Bon départ, ont déclaré les spécialistes après cette première conférence de presse de Jimmy Carter. Pas de révélation spectaculaire, mais de l'aisance de la part du futur président. À sa droite, M. Mondale, vice-président élu. À sa gauche, Thomas Lance, un banquier géorgien nommé au poste clé de directeur du budget. Et Cyrus Vance, l'homme qui occupera donc le fauteuil de Kissinger à partir du 20 janvier prochain au département d'État. C'est un revenant de la diplomatie. De 64 à 68, il a servi tour à tour John Kennedy et Lyndon Johnson. Il s'est forgé une solide réputation de libéral. Lorsque Lyndon Johnson accepte la négociation sur le Vietnam en 1968, il désigne M. Avril Harriman comme chef de la délégation avec Cyrus Vance pour adjoint. Négociateur habile, le prochain secrétaire d'État est un juriste diplômé de Yale, l'une des plus prestigieuses universités américaines. Marié, père de 5 enfants, il était retourné au secteur privé après l'installation de Richard Nixon à la Maison-Blanche en 1968. Depuis 8 ans, Cyrus Vance exerçait son métier d'avocat conseil dans un cabinet réputé de New York. C'est sur fond de scandale que vont se dérouler cette nuit les élections législatives japonaises. Le crédit de la coalition au pouvoir est sérieusement entamé. Il ne faut pas oublier que leur ancien leader, l'ex-premier ministre Tanaka, va bientôt passer en jugement pour corruption. Et en face, l'opposition, elle aussi, est un peu essoufflée. Résultat, ce soir, des sondages très serrés et une masse incroyable d'indécis qui ne savent à quel sein se vouer. Quelle démocratie voulons-nous? C'est en partie à cette question que devront répondre 100 millions de Japonais, car à la veille des élections générales, le Japon politique a 3 points faibles. Un parti majoritaire usé par le pouvoir, des partis divisés par les luttes de clans et des scandales qui éclaboussent les milieux politiques. Le Japon est dirigé depuis 30 ans par les conservateurs. Cette stabilité du régime a donc entraîné une continuité politique que l'on retrouve au niveau des responsables. Ce sont presque toujours les mêmes hommes qui tiennent les rênes ou qui, à tour de rôle, gouvernent à Tokyo. Leur parti, le PLD, Parti libéral-démocrate, commence donc à ressentir un certain essoufflement, un effritement accru par les luttes de clans et de personnes. Le PLD est divisé en 5 factions, chacune dirigée par un homme de premier plan, le Premier ministre Miki, le vice-premier ministre démissionnaire Fukuda, l'ancien Premier ministre Tanaka par exemple. Aucune divergence politique fondamentale n'oppose ces groupes, mais ces factions, héritées des anciennes structures féodales, entretiennent les dissensions internes. Chacune regroupe autour d'un chef une clientèle qui a les mêmes sources de financement. Autrement dit, le chef de faction recueille des fonds auprès des milieux d'affaires et les redistribue aux seuls membres de son groupe qui forment alors une sorte de clan ou d'armée privée qui l'aide à mener son action électorale et politique contre les autres factions. Cette collusion avec les milieux d'affaires est une autre plaie du régime japonais. Elle entretient depuis toujours la concussion et la corruption et depuis quelques mois, le scandale. Le 27 juillet dernier, l'ancien Premier ministre Tanaka est arrêté pour avoir reçu des pots de vin, au total 10 millions de francs, de la firme américaine Lockheed. Son appartement est fouillé, ses amis et complices arrêtés. De nombreuses personnalités politiques, des hommes d'affaires sont inculpés. Le scandale est énorme et secoue le parti au pouvoir. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, ni à M. Tanaka, ni à d'autres. Mais cette fois, le Premier ministre actuel, Takeo Miki, décide de donner un coup de balai et de nettoyer les mœurs politiques japonaises. Son action est ferme, mais peut-on si vite et seul assainir la démocratie japonaise? L'ampleur du scandale Lockheed risque donc de peser lourd dans la bataille électorale. Et l'opposition de gauche est mal placée pour fustiger le pouvoir. Un député socialiste a été récemment impliqué dans une affaire d'extorsion de fonds. D'ailleurs, cette gauche souffre des mêmes maux, ses propres factions se combattent. Et le Parti socialiste, le premier parti de gauche au Japon, n'a jamais accepté une union avec les communistes de peur d'être écrasé. Son action, jusqu'ici, n'a pas été très efficace. Pourtant, les fautes et les scandales des conservateurs, certaines alliances électorales, devraient lui permettre de retrouver un souffle nouveau et de gagner de nombreuses voix. À l'inverse donc des pays occidentaux, la crise économique ne sera pas là le moteur du changement ou de la continuité. La monnaie japonaise est forte, l'économie bien soutenue ne va pas mal, elle est la 3e du monde et fait peur aux Européens.
Enfin, les conflits sociaux sont encore limités, malgré 10% d'inflation, malgré aussi les ravages de la pollution qui détériorent la qualité de la vie. Mais la crise politique, comment sera-t-elle résolue? La partie sera dure pour le Premier ministre Takeo Miki. L'an dernier, il était agressé par un étudiant en colère. Regardez. Aujourd'hui, il est redevenu populaire, mais s'il a osé trancher dans le vif du Watergate japonais, il n'a pu couper les ailes de son principal rival politique, Kakuei Tanaka, qui, libéré sous caution, mène contre lui une campagne acharnée. Le résultat des élections pourrait donc être très serré. Les Japonais, lassés par les scandales, fatigués par la course à la croissance, soucieux maintenant de bien-être, pourraient bien mettre un frein sévère à un règne dont la longévité exclusive nourrit maintenant leur désenchantement. Carré, un banquet de Jacques Tourneur. Des policiers menottes au poing, c'est bien ce qui pourrait se produire si l'instruction judiciaire suit son cours. Un brigadier a été inculpé à la suite de cette lamentable affaire de sévices de policiers, boulevard de la Chapelle à Paris. Vous savez, ces agents de police qui s'en étaient pris à 2 adolescents coupables d'infraction au code de la route. À tel point que le ministre de l'Intérieur s'en était mêlé pour demander que des sanctions administratives soient prises. On peut cogner, chef. Le brigadier Bronchard, qui avait eu le tort de donner son accord, vient d'être inculpé aujourd'hui officiellement de violence volontaire, après que l'IGS, la police des polices, ait confirmé par son enquête le bien fondé des déclarations des plaignants. Le brigadier Bronchard paye pour tout le monde, parce qu'il n'était pas seul. Il y avait avec lui 3 policiers qui ne sont entendus pour l'instant que comme témoins. Il y avait surtout 6 motards dont on ne sait pas très bien ce qu'ils sont devenus, comme s'ils étaient escamotés de l'affaire. Et pourtant, de nombreux témoins, des postiers, les auraient vus participer aux sévices. Nous avons vu 2 jeunes cyclomotoristes interpellés par une voiture de police et immédiatement sont arrivés 6 motards. Ça s'est passé à quelle heure, ça? Ça s'est passé vers 1h30 dans la nuit de dimanche à lundi. Ces cyclomotoristes ont été immédiatement agressés par les policiers qui les ont jetés par terre et leur ont donné des coups de pied, des coups de poing au ventre et au visage. Puis ils les ont relevés et, menottes au poignet, les ont attachés, chacun d'un côté, à la portière arrière de la voiture de police, les obligeant à un lamentable rodéo sur le boulevard de la Chapelle. Ils les ont obligés à quoi? Les ont obligés à courir, menottes au poignet, donc attachés derrière la voiture de police. Et après? Et après, ils sont revenus à leur point de départ, pratiquement devant le centre de tri. Puis, ils ont amené les 2 jeunes dans la voiture. Et après, on ne sait plus rien. 13 morts, surtout en mer, de nombreux blessés, des toitures soufflées, des arbres arrachés, des pylônes abattus, 50 000 abonnés privés de téléphone, 5 000 poteaux cassés, 450 réseaux isolés, des téléspectateurs privés de programme. Voilà le lourd bilan de 2 jours de tempête qui ont forcé la façade maritime ouest. Ce soir, le vent s'est quand même beaucoup calmé sur les côtes comme en montagne. Alors que le vent faiblit, c'est la neige qui lance l'offensive. Ces images nous viennent d'Alsace, mais il a neigé aussi par endroits dans le sud-ouest et dans l'ouest, notamment sur le Calvados, l'Orne, la Mayenne et la Sarthe. On s'attend à une extension de ce mauvais temps sur la moyenne vallée de la Loire et les régions du centre, avec un refroidissement général prévu pour cette nuit. Alors, attention au verglas. Près du tunnel du Mont-Blanc, de nombreux poids lourds sont toujours bloqués par la neige et le sort des conducteurs préoccupe leurs syndicats qui demandent un plan d'urgence. Sur les côtes, on n'a pas fini de faire le bilan de la tempête de vent de ces derniers jours. En Corse, où il y avait encore ce matin des rafales à 120 km/h, le port d'Ajaccio surtout a subi une véritable dévastation. Le car ferry Fred Scamaroni n'a pu accoster à Ajaccio où, malgré la protection naturelle du golfe, de nombreuses embarcations ont été coulées, les installations portuaires endommagées. Les pompes à essence ont été arrachées. Selon certaines estimations, il y aurait pour plusieurs millions de dégâts.
Les marinas de Bormes-les-Mimosas ne seront pas détruites. Dans un communiqué diffusé hier, M. Fourcade annonce qu'il a pris 4 décisions pour que l'opération s'achève dans des conditions conformes à l'intérêt général. Premièrement, le programme immobilier sera réduit d'environ 10 000 m². Deuxièmement, de nouveaux permis de conduire seront délivrés. Troisièmement, lancement d'une enquête publique faisant suite à la nouvelle demande de concession d'endigage. Quatrièmement, confirmation du statut du port de plaisance grâce à l'approbation de la concession portuaire. M. Soustelle annonce qu'il ne sera pas candidat demain pour l'élection du nouveau maire de Lyon, après la mort de M. Pradel. L'ancien ministre, député du Rhône et conseiller municipal déclare notamment « L'union établie autour de l'œuvre de Louis Pradel doit être sauvegardée ». Il considère que le conseil municipal, en attendant la prochaine échéance de mars, doit désigner un maire intérimaire. M. Francis Collomb, sénateur non inscrit, secrétaire général de l'association Pradel, est le seul candidat déclaré à l'élection de dimanche. Pour la première fois depuis 44 ans, le Parti socialiste ouvrier espagnol va pouvoir tenir son congrès national en Espagne. Il débutera dimanche dans un grand hôtel de Madrid et durera jusqu'à mercredi. De nombreux dirigeants socialistes européens suivront les travaux de ce congrès, parmi eux François Mitterrand et Gaston Defferre. Ce congrès signifie que des changements en profondeur sont survenus dans notre pays sur le plan économique et social, a reconnu M. Felipe González, secrétaire général du Parti socialiste espagnol. Le maréchal Bokassa, président à vie de la République centrafricaine, deviendra l'empereur Bokassa Ier. Ce titre lui sera conféré au terme de la nouvelle constitution créée par le congrès extraordinaire du Messan rénové, c'est-à-dire le mouvement pour l'évolution sociale de l'Afrique noire. Le maréchal Bokassa, futur empereur, concentre déjà entre ses mains l'essentiel de l'autorité depuis sa prise de pouvoir en 1965. Il est l'homme le plus décoré d'Afrique. Sur Antenne 2 cet après-midi, l'événement sportif de l'émission Les Jeux du Stade était la retransmission du match de basketball opposant Berck et Tours. Les 30 dernières secondes n'ont pas été retransmises en raison de la trop grande publicité placée devant les objectifs des caméras. Jean Lanzy, profitant d'un arrêt de jeu dû à des violences entre joueurs, a déclaré « Si la télévision doit supporter une certaine publicité, il ne faut pas en abuser. Si cela doit se reproduire, la télévision devra se repencher sur ce problème. » Ce clin d'œil court-circuit sur les Grands Prix avait pour but de vous éclairer sur les réelles menaces qui pèsent sur le championnat du monde de Formule 1. C'est de course automobile qu'il s'agit bien sûr. Tout cela parce qu'hier, on n'a trouvé aucune solution au conflit qui oppose organisateurs et constructeurs. Au centre de cette brouille, des histoires de gros sous. L'accord signé l'année dernière entre les deux parties à Bruxelles n'est plus respecté. Résultat, à un mois du premier Grand Prix 77, le Grand Prix d'Argentine, le 9 janvier, on ne sait même pas si la saison va pouvoir se dérouler normalement. D'un côté, les constructeurs, groupés en association, ils demandent pour la saison 77 près de 200 millions anciens par Grand Prix pour amener leur bolide sur la ligne de départ des 17 épreuves prévues au championnat du monde. De l'autre, les organisateurs qui, pour la première fois de leur histoire, viennent eux aussi de se réunir en association. En Europe, seuls l'Angleterre et la Suède n'en font pas partie. Hors d'Europe, les étrangers attendent la suite des événements pour prendre position. Le prix de chaque course avait été décidé à Bruxelles il y a un an et devait être indexé cet hiver selon une formule compliquée. Les constructeurs affirment que leurs tarifs sont à leur juste valeur. Gagnez-vous de l'argent avec l'association des constructeurs de Formule 1? Non, nous ne faisons aucun bénéfice. Nous répartissons les prix entre les écuries suivant leurs résultats. Ils menacent donc de boycotter la saison prochaine les Grands Prix qui n'acceptent pas leurs tarifs. Dans ce cas-là, ils seraient obligés de ne plus appeler leurs épreuves Grands Prix puisque le nom appartient à la Fédération internationale. Si vous ne trouvez pas un terrain d'entente, organiserez-vous les épreuves parallèles? Oh, je pense que c'est l'ultime solution, mais nous ne sommes pas là pour organiser, mais bien pour construire. Les organisateurs crient aux voleurs. Certains sont, paraît-il, au bord de la faillite. Comment trouver 200 millions auxquels viennent s'ajouter les frais et taxes sans oublier les dépenses de sécurité, à moins qu'ils ne veuillent eux aussi gagner de l'argent? Il n'est pas question de la part des organisateurs d'avoir une association à but lucratif. Il est simplement une question de défendre des intérêts à l'heure actuelle parce qu'il y a beaucoup d'organisateurs qui ne peuvent plus suivre les prétentions financières exigées par les constructeurs.
Bref, on discute pour une 50aine de millions, mais ce qui est important, c'est que l'association des organisateurs reste persuadée que les constructeurs tentent de préserver leurs intérêts et ils refusent d'admettre les vertus non lucratives du groupement des constructeurs d'obédience anglaise. C'est un groupement de constructeurs dont le représentant est payé au pourcentage, dont les fonds qu'ils reçoivent des organisateurs sont disposés en secret. Je ne pourrais pas appeler cette association-là à but non lucratif. Alors là, pas d'accord. La Commission sportive internationale doit statuer le 16 décembre prochain à Paris. Comment explique-t-on la crise à la Fédération internationale? Le problème est suivant. Tout le monde veut faire du bénéfice. Et quand on fait du bénéfice, on désire le partager. Et je crois que le vrai problème est là. Nous sommes tous d'accord sur les objectifs, mais nous ne sommes pas d'accord sur les moyens. Et les instances internationales sont persuadées qu'une manœuvre est en cours, peut-être même un divorce. Je crois que mon ami Bernie Ecclestone a dans la tête, si vous voulez, d'être le manager un jour de ce que j'appelle le Frank Sinatra Show, dont tu serais, si vous voulez, le représentant, en disant « j'ai autant de voitures, j'ai autant de pilotes, et je vais partout, on me paye autant ». Faire un show professionnel. Moi, je prétends que la Formule 1 doit rester dans le cadre sportif. Et en cas de non-respect des règlements, les sanctions au niveau fédéral sont déjà arrêtées. Avis aux constructeurs. Eh bien, si c'était, je retire les licences et j'interdis certaines organisations dans un certain nombre de pays. Où trouver l'argent? Les annonceurs font déjà un gros effort et souvent les écuries doivent leur survie à leur aide. Une équipe de Formule 1 bien structurée coûte 1 milliard d'anciens francs par an. Et dans toute cette discussion, il n'est presque jamais question des pilotes qui risquent de se retrouver au chômage l'an prochain. Si certains sont surpayés, Fittipaldi, Lauda et Inde sont à l'abri du besoin, les autres ne reçoivent pas toujours le salaire mirobolant dont on parle. Sur 25 pilotes de Formule 1, il y en a 3 qui gagnent beaucoup d'argent, 10 qui en vivent et les autres qui payent pour courir en Formule 1. Première discussion hier, deuxième entrevue le 16 décembre. Parions que chacun va s'ingénier les prochains jours à ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Sport, toujours avec le premier résultat de la 17e journée du championnat de France de football. Nancy a battu Sochaux 3-0. Les autres matchs ce soir ou demain. La météo maintenant, le temps se refroidit chaque jour un peu plus. Brouillard souvent givrant demain matin avec risque de verglas. Pendant la journée, alternance d'éclaircies et d'averses. Voilà, ce journal se termine. Merci d'être resté fidèle à son écoute malgré nos ennuis techniques. Au nom de tous ceux qui ont travaillé avec moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et maintenant, le rappel des titres. Demain après-midi, Chirac élu président du RPR. Cyrus Vance sera-t-il l'anti-Kissinger? D'après les sondages, les conservateurs et la gauche au coude à coude. Inculpation d'un brigadier pour violence volontaire. À 23h25, le dernier journal d'Antenne 2.